Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme des studios Kalangou qui sont diffusés en direct par 30 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème comment contrer la désinformation et la mésinformation dans un contexte de lutte contre le terrorisme au Niger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler ces quelques éléments de précision. Ainsi, selon un article publié par Média Défense, la désinformation est une information qui est fausse et la personne qui la diffuse sait qu'elle est fausse. C'est un mensonge délibéré et intentionnel qui montre que les gens sont activement désinformés par des acteurs malveillants. La mésinformation est une information qui est fausse, mais la personne qui la diffuse pense qu'elle est vraie. La malinformation est une information qui se fonde sur la réalité, mais qui est diffusée pour porter préjudice à une personne, à une organisation ou un pays. Avec mes invités, nous allons faire un état des lieux sur l'ampleur du phénomène de la désinformation, la mésinformation, la malinformation et ses effets néfastes dans un contexte d'engagement et de lutte contre l'insécurité et le terrorisme au Niger, avant de faire des propositions de solutions. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Moudi Moussa, secrétaire général du syndicat national des agents de l'information et de la communication SYNATIC et président du réseau des journalistes de l'AES. Bonsoir Moudi. Bonsoir Mokhtar. Et Ousmane Mamoudou, expert des réseaux sociaux. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mokhtar, bonsoir à tous. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Eh bien, on commence avec vous, Ousmane Mamoudou. Vous êtes expert des réseaux sociaux. Il n'est un secret pour personne. Les fake news que l'on traduit par Infox polluent l'Internet et les réseaux sociaux. Diffusées en masse, elles peuvent sérieusement affecter l'exercice du métier de journalisme. Comment ces fake news et ces rumeurs peuvent-ils impacter le travail des journalistes ? Alors, merci pour cette question. Donc, la désinformation, on le rappelle encore, c'est vraiment un outil de déstabilisation aujourd'hui majeur dans tous les pays de la planète. Et donc, pour les journalistes, c'est encore plus vrai parce que, d'abord, c'est quelque chose qui va venir saper un peu la confiance que le public a autour de l'information. Aujourd'hui, il y a tellement de flots continus d'informations sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde aujourd'hui a un téléphone qui est connecté à Internet. On est tous les jours envahi par un flot d'informations. On ne sait plus distinguer le vrai du faux. Et donc là, ça fait poser beaucoup de questions dans la tête des auditeurs qui se disent, mais est-ce que finalement ce média que j'écoute tous les jours me dit aussi la vérité? Donc ça contribue quelque part à vraiment réduire cette confiance qui existait auparavant. Donc aujourd'hui, cette question, elle est vraiment challengée. Un autre point, c'est le fait que cette désinformation, le fait qu'il y a tellement de désinformation à vérifier, tellement de fausses informations à vérifier, fait que les médias aujourd'hui, qui ont déjà très peu de moyens au Niger, il faut le dire, sont aujourd'hui quelque part obligés de recruter un personnel supplémentaire pour le former à la vérification, à travers le fact-checking. Voilà, à travers le fact-checking, alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens de leur politique. Et c'est un personnel qui doit être recyclé constamment parce que les méthodes et les techniques changent tous les jours. Donc ça a vraiment un vrai impact au niveau des différentes rédactions qui, de base, ont déjà très très peu de moyens. Et un autre point aussi que je trouve important, c'est le fait qu'il y a une forme de pression pour publier rapidement. Quand on voit des infos qui circulent, par exemple, je sais pas, je donne l'exemple souvent d'une femme peut-être qui cuit quelque chose qui n'est pas vrai, mais il faut vite produire et vite le diffuser dans la journée avant que ça n'expire. Et donc, on n'a pas forcément le temps de tout vérifier, de tout voir. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? Est-ce qu'on n'est pas en train de partir dans des billets? Que ça ajoute encore une pression supplémentaire dans le travail quotidien des journalistes. Donc, plusieurs impacts. À la fois un impact économique, à la fois un impact au niveau du personnel et à la fois un impact même au niveau organisationnel des rédactions
qui aujourd'hui, encore une fois pour le cas du Niger, ne savent pas tellement comment adresser ce problème. Ousmane Mahmoudou, les événements survenus ailleurs dans le monde et sur le territoire nigérien ces dernières années ont provoqué une recrudescence de fausses informations, images et vidéos diffusées en ligne et détournées pour tromper les internautes. Comment reconnaître une fausse information sur les réseaux sociaux? Alors, et que faire? Le conseil de base qu'on donne à tout le monde, c'est que dès que vous voyez un contenu qui vous incite à le partager, il ne faut pas le partager. Dès que ce contenu-là vous intrigue ou vous parle beaucoup, vous le voyez, ils ont souvent un titre accrocheur, incroyable. Il vient de se passer, c'est urgent. Il vient de se passer ceci. Prenez 2 minutes, réfléchissez, regardez si des médias sérieux ont parlé de ce sujet ou pas. La personne qui a publié ça, lui, cette personne-là, elle est qui? Si c'est une personne qui vous donne, je sais pas, une question urgente sur une question sanitaire, mais est-ce que lui-même il est un médecin? Donc il faut se poser toutes ces questions. Pourquoi cette personne elle est légitime pour partager cette information-là? Et il y a plusieurs choses aussi à vérifier. Quand c'est une photo, on peut pas me partager une photo et me dire que ça c'est le marché de Niamey que je connais. Si je connais ce marché, je sais. Il y a ceux qui sont as en montage. Oui, bon, même si on fait un montage, il y a toujours des éléments graphiques dans la photo qui peuvent nous donner déjà des indices. On peut savoir si effectivement cette photo a été prise au Niger ou pas. On peut pas m'envoyer une photo aujourd'hui pleine de verdure et me dire que c'est au Niger alors que je sais qu'on est plutôt dans la saison sèche. Donc il y a tout un tas de détails souvent qu'il faut regarder. Est-ce que ça correspond à l'actualité du pays? Est-ce que le paysage, les panneaux qu'on voit, si c'est une vidéo ou une photo, est-ce que ça correspond au Niger? Les routes, les plaques d'immatriculation, si ce sont des véhicules. Donc il y a toute une panoplie en fait de choses qu'on peut vérifier. Au niveau des vidéos également, la langue qui est parlée, est-ce que la personne elle est audible? Parce que on sait aujourd'hui qu'il est possible de faire beaucoup de manipulations, de modifications d'images, de sons pour faire dire à la photo ce qu'elle ne dit pas. Donc vraiment les conseils, c'est de regarder d'abord qui est cette personne qui a publié, qui est ce média qui a publié. Est-ce que c'est un média qui a de la crédibilité dans le temps? La crédibilité c'est quoi? Par exemple, sur 10 ans d'informations, sur 1000 informations que ce média a sorti, combien étaient fausses, factuellement fausses sur 10 ans? Ousmane Mahmoudou, quand on se rend compte que l'information est fausse, comment on fait avec? Alors déjà, c'est de signaler. Quand c'est sur les réseaux sociaux, une information qu'on voit qui est fausse, déjà, il ne faut pas la partager. Deuxième chose à faire, c'est de la signaler. Que ça soit au niveau des plateformes, Facebook, Instagram, les autres plateformes, ou bien d'interpeller les médias locaux, de les taguer directement dans le commentaire. Par exemple, moi, si je sais que Mokhtar est journaliste, je vois quelque chose que je comprends pas. Vous avez souvent des internautes qui taguent directement des journalistes. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ceci est vrai? Qui envoient ça dans des groupes. Donc, il faut toujours vous poser des questions. Il faut pas partager et il faut la signaler. Quand on est un média, il faut prendre cette information, la regarder, essayer de vérifier le pourquoi du comment, essayer de retracer sa source, elle vient d'où, elle a été publiée par qui, est-ce qu'elle est crédible ou pas. Donc il y a toute une série d'outils qu'on utilise qui permettent de partir, de faire de la vérification rapidement, parce que aussi le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que quand vous faites face à un flot continu aujourd'hui d'informations, il vous faut des outils un peu techniques pour gérer ce flot-là. Parce que manuellement, vous aurez du mal à vérifier des photos, à trouver leurs sources. Mais il y a toute une série d'outils aujourd'hui que les journalistes utilisent, comme, je sais pas, je peux donner l'exemple de la recherche inversée d'images avec Google, d'un outil aussi qui est beaucoup utilisé, qui s'appelle InVid, qu'on utilise pour faire des vérifications très très rapides et assez précises, qui permettent donc aux rédactions d'avancer plus rapidement. Merci beaucoup Ousmane Mahmoudou. Moudi Moussa, vous êtes le secrétaire général du syndicat national des agents de l'information et de la communication synatique. Vous êtes aussi le président du réseau des journalistes de l'AES. Que peut-on savoir au sujet de l'exercice du métier de journaliste ces dernières années au Niger? Merci Mokhtar. Effectivement, le métier de journalisme au Niger, on peut dire que, en tout cas, depuis le 26 juillet 2023, qui marque le changement de régime ici, cette pratique est quelque peu confrontée à des petites difficultés, parce que vous savez, la pratique du journalisme, c'est d'abord un métier, le journalisme, et qui dit métier dit rémunération, dit en tout cas un certain nombre de conditions de vie, de travail garanties. Mais ici, malheureusement, on constate de plus en plus, notamment au niveau des médias privés,
que les choses se compliquent, en tout cas davantage. Ça veut dire que le métier ne nourrit plus son nom. On peut le dire comme ça, parce que quand déjà dans un organe vous retrouvez avec des agents qui cumulent d'arriérés de salaire, je pense que là on ne parle plus de nourrir son nom. Il faut peut-être en tout cas réinventer des moyens pouvant en tout cas permettre à la presse notamment indépendante de souffler. Parce que ici, c'est qu'il faut relever, quand on parle même de liberté de la presse, quand on parle de la presse de façon générale, on ne fait pas seulement allusion aux médias publics, les médias d'État. Eux ne sont même pas, vous m'excusez, souvent considérés dans ce type de classement, mais on regarde les médias dits indépendants qui font nourrir la démocratie, la diversité d'opinions. C'est au niveau de ces médias dits indépendants qu'on les retrouve. Mais malheureusement, de plus en plus, on constate que ces médias ont du mal, n'est-ce pas, à tenir. Le fonds d'aide à la presse qui est censé normalement être un appui à ces médias, parce que l'État lui-même a reconnu la fragilité des organes des médias et a vu aussi la nécessité de leur venir en aide à travers le fonds d'aide à la presse. Le fonds d'aide, depuis 2018, il faut le rappeler. Selon vous, Moudi Moussa, les journalistes des médias privés n'ont plus la capacité de faire le distinguo entre la fausse information et la bonne information. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le journaliste, d'abord, par essence, c'est celui-là. Parce que le travail du journalisme qui est différent de celui de l'internaute, lui qui balance tout ce qu'il trouve, comme l'a dit Ousmane mon frère Ousmane. Le journaliste, lui d'abord, le sens même du travail du journalisme, c'est la vérification de l'information. De telle sorte que quand une information passe normalement dans un média, là vous pouvez prendre ça sans risque de vous tromper. Oui, mais est-ce que les réseaux sociaux n'affectent pas l'exercice de ce métier ces dernières années? Malheureusement oui, parce que à défaut de ce que je vous ai dit aujourd'hui, les journalistes avec le manque de moyens, beaucoup préfèrent se référer aux informations relayées et piquées à travers les réseaux sociaux. Bon, il y en a qui prennent sérieusement le temps d'approfondir la vérification, d'autres pas, et ils le véhiculent. Mais avec tout ça au Niger, on constate que les journalistes sont plus ou moins, en tout cas dans cette dynamique de maintenir la vérification, de rester professionnels. Ce qui est regrettable, c'est pas avec nos médias ici au Niger, parce que jusque-là, on n'a pas encore vu des cas où on prend un journaliste pour des faits d'informations non vérifiées qu'il véhicule, par exemple. Mais avec les médias internationaux, je vais dire, vous savez, au Niger, depuis quelque temps, il y a des médias qui ne sont plus autorisés de diffusion ici au Niger. Pourquoi? Parce que, quelque part, quand vous les suivez à un certain temps, dans le traitement de l'information qui nous concerne, vous avez comme l'impression que ces médias ne parlent pas de l'actualité du Niger. Que ces médias, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils trouvent leurs informations, mais quand même, ils ne prennent pas le temps nécessaire de vérifier, n'est-ce pas, l'information quand il s'agit de notre pays. Et les autorités du Niger, tout comme ceux, je crois, du Mali et même du Burkina, ont pris aussi cette décision par rapport à ces médias qui font ce type de travail, d'arrêter carrément leur émission à travers ces différents pays. Et ça, pour tout celui qui écoute ces médias, c'est un moment que, effectivement, ce qu'ils racontent n'a rien à voir avec la réalité. L'actualité de ces pays. Et même ce qui veut l'actualité, en tout cas, qu'eux se donnent le plaisir de traiter. Et quand ils vous prennent même en interview, vous avez l'impression qu'ils coupent la partie qui les intéresse. Donc, on peut dire qu'au niveau, en tout cas, de ces médias internationaux, il y a un manque de sérieux, de professionnalisme, mais qui est aussi fait sciemment. Parce que quelque part, c'est ça, là où je voudrais inviter aussi nos confrères nigériens et même de l'AES au vu de la dynamique nouvelle de laquelle nos pays se sont lancés, c'est vraiment d'être des journalistes patriotes. Parce que tous ces médias... C'est-à-dire quoi, de journalistes patriotes? Rapidement. C'est le journaliste, comme ce que font nos amis, dont les médias ont été suspendus de diffusion, quand ils parlent de l'actualité de chez eux, mais écoute, tu as envie de les écouter. Ce qui se passe, ils prennent le côté, si tu veux, positif pour présenter. Et ce qui n'est pas positif, là, qui éconne un peu l'image de leur pays, de leur situation, là-bas, ils font fi. Et là, sauf si tu as d'autres canaux... Ce n'est pas de la censure, ça, là. Mais écoute, c'est une censure qui peut se comprendre, si on peut le dire comme ça. Je pense que il n'est pas dit de ne pas dire ce qui n'est pas bon. Mais quand tu dis ce qui n'est pas bon, dis aussi ce qui est bien.
Et c'est ce qu'on évite aussi à nos jeunes ou disons nos confrères d'ici, en tout cas qui travaillent dans ce contexte surtout d'insécurité où on sait que l'ennemi, n'est-ce pas, tire sur tout ce qui bouge. Il utilise en tout cas tout ce qui est à sa portée, notamment la guerre qu'on nous livre au niveau de l'AES. On le sait, ce n'est plus une guerre conventionnelle qui est faite ou conduite uniquement par les armes, parce que celle avec les armes... Les médias aussi sont utilisés. D'ailleurs, c'est surtout les médias, la communication, l'information. La guerre, elle est beaucoup plus informationnelle. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est sur ce terrain qu'on nous malmène, qu'on nous fatigue, parce que bon, quelque part, oui, mais en face, il n'y a pas de réponse. Oui, est-ce que les journalistes ici nigériens peuvent relever ce défi? Les journalistes peuvent bel et bien le relever, pourvu qu'ils soient en tout cas mis dans les conditions de le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de situations, il ne s'agit pas seulement de ta seule volonté. Quand tu manques de moyens, quand tu manques souvent certains accompagnements, parce que c'est qu'on fait... On ne peut pas déconstruire. C'est un peu difficile, parce que même les moyens de la déconstruction, ça ne s'acquiert pas comme ça. C'est souvent des dispositifs, il faut bien les avoir. Si c'est une rédaction, il faut en tout cas avoir ce machin. Si c'est aussi un journaliste tout court, mais il a aussi besoin de se référer, de vérifier l'information, et pour le faire, il y a des moyens pour ça. Moudi Moussa, les réseaux sociaux sont-ils un frein ou une avancée pour le bon fonctionnement des médias au Niger? Rapidement. Les réseaux sociaux, je vous l'ai dit, les médias, vous et moi, nous sommes tous des journalistes professionnels. Nous savons qu'est-ce qu'il faut diffuser, qu'est-ce qu'il ne faut pas diffuser, comment le faire, comment ne pas le faire. Alors que les réseaux sociaux, c'est des outils accessibles à tous. Ça donne des indices. Vraiment, tu peux te retrouver dans un coin de ta maison et te mettre à imaginer quelque chose, une situation que tu vas ventiler comme ça. Bon, le premier qui va tomber dessus, s'il n'est pas prudent, il prend et il relaie. Et du coup, la seconde presse, ça va faire le tour de la toile et les moins avertis penseront que effectivement c'est ça. Et le temps d'aller vérifier, déjà ça a fait le parcours que ça a fait et peut-être même créer des situations indésirables. Et donc tout ça, il peut le faire. Or, le journaliste, lui, son rôle, c'est pas ça. C'est les faits, rien que les faits. Merci beaucoup, Moudi Moussa. Je rappelle à nos auditeurs que notre troisième invité vient de nous rejoindre dans ce studio. Il s'agit de Hassan Soumana, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie au NIMED. Bonsoir Hassan Soumana. Bonsoir. Hassan Soumana, que peut-on savoir au sujet de l'exercice du métier de journaliste ici au Niger? Effectivement, j'ai entendu le frère Moudi, il a carrément tout dit. L'exercice du métier de journalisme, ça nous envoie à beaucoup de défis. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont devant nous et que malheureusement, comme Moudi l'a dit, on est actuellement à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Et je crois que les médias ont un grand rôle à jouer dans ce tournant. Et malheureusement, comme il dit l'a relevé, les médias ne sont pas embarqués en termes de dotation de moyens pour suivre le rythme de ce qui se présente devant nous, relever les défis de l'affirmation de la souveraineté de nos pays. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont décidé de prendre leur vie en main. Et donc, ça se fait avec les médias et malheureusement, les médias ne sont pas pris en compte. Quand il dit parler tout de suite des moyens qu'il faut mettre à la disposition des médias, notamment même les médias publics. Avant-hier, j'ai suivi le débat que le ministre de la Communication a accordé. Il avait estimé que le peu de moyens, pas relativement, parce qu'on a fait un exercice de comparaison entre ce que les autres médias, pays investissent. Le Burkina Faso et le Mali investissent dans les médias. Au Burkina Faso, on parle de 4 milliards pour la Mali, on parle de 8 pour milliards. La télévision nationale. Au Mali, 8 milliards. Au Niger, et au 500 millions. Et le ministre trouve que c'est déjà trop. Le ministre a dit, c'est assez déjà, qu'est-ce qu'on va faire avec 4 milliards? Les médias ne peuvent pas se contenter de rester sur place. Le travail du journaliste, d'abord, c'est le mouvement. Il faut être sur le terrain, partout où l'événement se passe. Et ça se fait avec beaucoup d'argent et beaucoup de logistique. Même les médias publics ne sont pas à la meilleure enseigne par rapport aux médias privés. Parce qu'effectivement, cet exercice de comparaison a montré qu'effectivement, on est à la traîne en termes de mobilisation des moyens pour permettre aux journalistes de jouer son rôle,
le rôle qu'il y incombe de donner la vraie information et partout où l'événement se passe, il faut aller faire des productions, il faut aller sur le terrain, ne pas se contenter de prendre des éléments tout venant qu'on nous envoie de l'extérieur qui sont peut-être des informations manipulées. Il faut que nous aussi on soit sur le terrain. Hassan Soumana, avec l'essor des réseaux sociaux, les infox ont trouvé un terreau fertile pour se propager massivement, surfant sur la peur, l'inquiétude et le besoin express des citoyens d'être informés. Comment les journalistes doivent s'y prendre dans un tel contexte? J'ai tendance à dire que l'apparition des réseaux sociaux, c'est même une bonne chose pour les médias formels. Parce que, en fait, chemin faisant, les gens ont compris qu'il y a trop de fausses informations. Ce qui fait que, généralement, quand l'information est d'une certaine sensibilité, beaucoup de gens qui ont une certaine conscience que l'information doit être vérifiée, se tournent vers les médias formels. Quand vous voyez une information qui est d'une très haute portée, d'une très grande sensibilité, les gens disent, est-ce que les journaux ou bien les agences de presse en ont parlé? C'est-à-dire que la référence, en fait, ce n'est plus les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux sont infestés de grands influenceurs qui savent parler, qui ont une bonne élocution, mais ça fait pas la bonne information. C'est pas dans la façon de le dire, c'est dans les méthodes, les moyens qui ont été utilisés pour traiter l'information. Merci beaucoup. Les journalistes, ils vérifient d'abord quand une information est donnée par un journaliste, c'est que c'est une information vérifiée. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. On revient avec vous, Ousmane Mamoudou. Le développement de l'Internet et des réseaux sociaux facilite la production et la circulation rapide de l'information. Quelles solutions préconisez-vous pour une utilisation judicieuse des réseaux sociaux? Là aussi, je reviens par rapport à l'entretien du ministre de la Communication qui a parlé de régulation. Et donc, à ce niveau, la régulation, elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui, ça part vraiment dans tous les sens. Il y a des applications, il y a des réseaux sociaux qui sortent tous les jours. On peut réguler les réseaux sociaux sans pour autant en abuser? Alors, bien sûr, ça se fait. Bon, c'est difficile. Après, il faut le dire, parce que même les pays développés aujourd'hui, ils ont du mal. Et la régulation, d'abord, elle doit venir des plateformes. Aujourd'hui, Facebook lui-même laisse filer beaucoup de désinfos. L'auteur principal aujourd'hui, les principaux acteurs même de ces applications, les détenteurs de ces applications ne font pas beaucoup d'efforts. On a vu récemment, par exemple, Mark Zuckerberg, qui est le propriétaire de Facebook, qui a retiré son programme de fact-checking. Et donc aujourd'hui, sur Facebook, il n'y a plus de journalistes qui font de fact-checking parce qu'avant, il y avait une collaboration. Si des journalistes vérifient, Facebook pouvait retirer. Il pouvait écrire directement à Facebook pour qu'il retire cette désinfo. Bon, aujourd'hui aussi, il faut se dire que les États-Unis sont plutôt dans une dynamique de dérégulation. Il y a un nouveau gouvernement qui est là, qui est en train de revoir beaucoup de choses au niveau des États-Unis. Donc, on a cette problématique-là, celle de la régulation. Et un seul État, à mon avis, aujourd'hui, ne peut pas peser face à ces géants-là. Il faut qu'on se mette en organisation pour arriver à les faire bouger, pour arriver à réguler. Après, il y a aussi des aspects qu'on peut mettre au niveau local. Là, on a certes une loi sur la cybercriminalité, mais qui n'est pas assez complète, qui ne couvre pas tous les réseaux. Aujourd'hui, on aura beau essayer de vérifier ce qui se passe dans WhatsApp, dans les groupes, c'est pratiquement impossible parce que par défaut, c'est une messagerie privée. On ne tombe pas dans un groupe en faisant une recherche Google pour voir qu'est-ce que Mokhtar a mis dans WhatsApp sur Google. Si je tape, je verrai rien parce que c'est quelque chose de privé. Donc, à ce niveau aussi, il y a un effort qui doit être fait sans pour autant tomber dans l'abus de la censure, en faisant beaucoup attention aux questions autour des données personnelles, autour des libertés des uns et des autres, parce que on a vu aussi en certaines contrées que la régulation a produit des effets contradictoires. Et j'ajouterais juste une dernière phrase, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, en fait, il y a une vraie économie de la désinformation. Il y a une enquête qui a été menée par NewsGuard, c'était en 2022. On a appris que la désinfo, ça produisait 2,6 milliards de dollars. Et donc, les plateformes, vraiment, elles sont pas prêtes de réguler. 2,6 milliards de dollars, c'est plus de 1000 milliards de francs CFA. Donc, il y a vraiment aujourd'hui des gens qui gagnent leur vie en produisant de la désinformation. Le grand frère a rappelé qu'il y a des influenceurs aujourd'hui qui parlent beaucoup, qui font pas de l'info, mais malheureusement qui se font beaucoup d'argent et qui rassemblent des millions de personnes autour d'eux. Ils deviennent des voix audibles, pourtant qui diffusent souvent, qui produisent des informations qui sont pas tellement vérifiées. Merci beaucoup, Ousmane Mamoudou. Hassan Soumana, vous êtes le président de l'ONIMED. En 2010, sous la transition militaire du général Salou Djibo, le pays s'est doté d'une ordonnance sur la liberté de la presse
qui dépénalise le délit de presse. Depuis 2010, des journalistes ont été arrêtés, puis incarcérés. Nous sommes en période de transition actuellement. Comment consolider les acquis? Merci beaucoup. Pour consolider les acquis, ce n'est pas si difficile. Il faut mettre les organes en place. Les organes de la transition. De la transition, il faut mettre l'organe de régulation. L'ONC, l'Observatoire national de la communication. C'est pas normal que depuis le 26 juillet 2023, qu'il n'y ait pas d'organe de régulation. On a compris que peut-être c'est même une façon, peut-être de ne pas trop prendre au sérieux le milieu des médias. Parce que effectivement, c'est l'organe de régulation qui est un des instruments de garantie du respect de la liberté de la presse. Et si l'organe de régulation n'existe pas, on va dans tous les sens, comme Idi l'a dit. Et maintenant, c'est au gré des humeurs des gens. La dernière fois, malheureusement, il y a eu l'événement. Je vais faire référence à la suspension de l'organe Canal 3 Niger. Canal 3 Niger et le retrait de la carte de notre confrère Seyni Amadou. Vous avez vu que tous les principes édictés par l'ordonnance ont été piétinés. Pour retirer la carte de presse d'un journaliste, il faut qu'il soit prouvé que ce journaliste est impliqué dans des affaires de terrorisme. C'était peut-être la seule condition. Et on ne parle même pas de la suspension du média, de l'organe. Je crois que le respect de l'ordonnance qui impose le respect de la liberté de la presse et la dépénalisation du délit de presse, ça a pris un coup quand ça vient du ministère qui est chargé de protéger les journalistes. Et c'est ça la gravité. Ça ne vient même pas peut-être des autorités militaires qu'on attend sur ce terrain. Je les vois beaucoup plus, en tout cas, sensibles aux questions de liberté de la presse que les civils. Les civils. Membres du gouvernement. Mais voilà, et les membres du gouvernement, les civils. Merci beaucoup, Hassan Soumana. Moudi Moussa, l'adoption d'un code de la presse en 2010 a été une avancée majeure pour la protection des journalistes, mettant fin aux peines privatives de liberté pour les délits de presse. Pour autant, cette loi plus protectrice est régulièrement contournée. Comment prévenir ou mettre fin à toutes ces dérives rapidement? Oui, pour mettre fin à ces dérives, mais les lois, elles ont été consacrées, c'est pour être observées et respectées. Et c'est pour aussi permettre vraiment une meilleure conduite du secteur, un encadrement, je vais dire. Alors, c'est-à-dire que ce soit les journalistes, que ce soit le pouvoir public, tous, normalement, devrions nous tenir au respect de ces Oui, mais est-ce qu'il y a des insuffisances continues dans cette loi qu'il faille corriger avec la transition? Vous savez, au Niger, on n'a pas de problème de texte. Nos textes au Niger sont parmi les meilleurs de la sous-région. Et ce qui fait que partout, en tout cas où des gens veulent mettre en place un dispositif, disons une loi, régissant notamment le secteur de la presse, les gens viennent s'inspirer de l'expérience nigérienne. Ce qui fait que tout ce dont on a besoin, c'est vraiment le respect de ces textes. Parce qu'au moment de leur élaboration, en tout cas, les gens ils mettent tout le sérieux, on prend tout le temps de voir les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, de ces textes qu'on met en place. Mais malheureusement, à la fin, on constate que ils ne font pas l'objet de respect et ça va dans tous les sens. Autorités publiques, tout comme certains professionnels des médias aussi ne respectent pas. Parce que si l'autorité lui-même qui a accepté que la loi soit consacrée, le piétine, mais pourquoi l'autre va-t-il continuer à observer ce respect? Donc, c'est un retour aux fondamentaux qu'il faut de part et d'autre. Les journalistes ne sont pas des ennemis des gouvernements, tous les gouvernements d'ailleurs, que ce soit avec les politiciens ou même maintenant. N'est-ce pas? Les journalistes ont toujours fait ce travail d'accompagnement parce qu'on est convaincu que si les politiques sont bien observées, sont bien respectées, eh bien, il n'y aura aucun problème. La presse va suivre, elle va faire son travail. Et puis, bon, c'est dans l'intérêt, dans tous les cas, de la société, dans l'intérêt général. Mais si déjà on se met, le président de l'ONIBAD avait pris l'exemple, par exemple, de la fermeture de l'organe de presse Canal 3, le retrait de la carte professionnelle de notre confrère, Seyni Amadou, en tout cas des choses qui se sont passées dans la plus grande illégalité. Et vous avez vu le tollé que cela a suscité, que ce soit au niveau des professionnels des médias ici et ailleurs. Et 24 heures ou 48 heures après, le ministère était
est revenu sur sa décision parce que convaincu qu'effectivement les bases sur lesquelles la décision avait été prise étaient fausses. Donc nous pensons que effectivement il faut qu'on ait cette culture de respect des textes qu'on se donne. En les respectant, je pense que en tout cas il n'y aura pas de problème, pas comme on le constate en tout cas, et que les choses iront normalement. Comment on appelle ça, aux assises nationales. Par exemple, nous avons eu la chance de faire partie de ceux qui ont représenté la presse, notamment privée. Et parmi les propositions que nous avons faites pour tenir compte de la situation des médias, notamment pour prendre en compte la dimension communication dans cette nouvelle marche de refondation de notre pays, nous avions estimé que, par exemple, le ministère de la Communication, parce qu'aujourd'hui, toute la confusion, c'est là-bas au niveau de la gestion de ces départements ministériels, n'est-ce pas, qu'elle est constatée. Quand on prend un ministère, on dit ministère de la Communication, des postes, de l'économie numérique ou je ne sais de quoi, pour on entasse ça, on donne à une seule personne. Bon, je ne suis pas contre. Il faut scinder le ministère. Il faut vraiment trouver un moyen d'avoir un ministère de la Communication à part et peut-être qui peut être ministère de la Communication porte-parole du gouvernement. Ça, au moins, on sait que sur ce plan de la communication, parce qu'on est dans un contexte où on nous déclare une guerre. Et je vous ai dit que cette guerre, elle n'est pas seulement la guerre conventionnelle qu'on connaît avec les armes, mais il y a aussi la dimension médiatique communicationnelle, n'est-ce pas, qui s'invite à cette guerre. Et donc, pour ça, pour qu'on ait une lisibilité, qu'on ait une visibilité de nos actions, non seulement gouvernementales, et pour qu'on puisse, avec efficacité, contrer tout ce qu'on nous balance en termes de désinformation, de malinformation, de mésinformation, je pense qu'il nous faut, au-delà de l'ONC, avoir également un département ministériel qui va être géré, pourquoi pas, par un certain Hassan Soumana, qui s'y connaît très bien. Oui, c'est un exemple que je prends, je veux dire un professionnel du domaine, qui connaît les enjeux, qui connaît qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qui connaît comment créer les conditions de permettre aux médias de jouer pleinement leur rôle dans ce contexte crucial, n'est-ce pas, de sauvegarde de la patrie et de refondation qu'on prône, en tout cas, que ce soit du côté des autorités ou même du côté des citoyens qui y croient. Merci beaucoup, Moudi Moussa. Ousmane Mamoudou, quel avenir pour les médias traditionnels au Niger dans ce contexte de foisonnement des réseaux sociaux? L'avenir, c'est de s'adapter. Et je pense que les médias font beaucoup, au Niger, ils font déjà beaucoup d'efforts, étant donné les moyens limités qui sont à leur portée. C'est de s'adapter, de comprendre comment ces réseaux-là fonctionnent. Et au tout début, mon ami a dit que c'est aussi une chance, les réseaux sociaux, finalement. Il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi des bonnes choses. Vous avez aujourd'hui certains médias crédibles qui ont émergé des réseaux sociaux, qui sont suivis et qui font du bon boulot. Donc c'est aussi ça l'enjeu. Donc il faut qu'on arrive à adapter notre travail de journaliste qui a toujours été de vérifier de l'information, cette fois-ci de l'adapter aux réseaux sociaux et de ne pas aussi oublier de faire de l'éducation aux médias parce que c'est hyper important pour le public, pour les auditeurs qui ne savent pas comment les journalistes fonctionnent. Ils ne comprennent pas c'est quoi le processus de production d'une information pour qu'ils arrivent à faire la différence entre une vraie info et une fausse information. À partir de quand une information est publiée par un média qui est vraiment professionnel, qui est sérieux, c'est quoi le processus de l'attribution du sujet, au développement, etc. Avec toutes les discussions qu'il y a à côté, au montage, etc. Et la décision finale, elle revient à qui, etc., etc. Et quand vous faites une vérification vous-même au niveau des médias, aujourd'hui il y a des médias qui sont spécialisés dans la vérification de l'info et qui s'en sortent très bien. Vous pouvez faire de ça votre cheval de bataille et expliquer aussi à vos lecteurs, à vos auditeurs comment est-ce que vous avez abouti à ces résultats et comment eux-mêmes ils peuvent faire ce travail de vérification et tomber sur les mêmes résultats. C'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes aujourd'hui à relever, mais je trouve aussi qu'il y a des opportunités à saisir tout en gardant en tête que vraiment aujourd'hui les médias au Niger, quand même, ils sont dans des difficultés. Merci beaucoup Ousmane Mamoudou. Hassan Soumana, quelles sont vos propositions, conseils ou recommandations pour le développement et l'indépendance de la presse au Niger? C'est valable partout. Le développement de l'indépendance de la presse, c'est vraiment la mobilisation des moyens. Les médias indépendants ne peuvent être indépendants que quand ils ont les moyens de leur politique. Pour respecter la ligne éditoriale d'un média, il a besoin de moyens. Le média de référence qu'on a qui a pu respecter les principes de son indépendance, c'est le Canard déchaîné en France, qui ne prend ni de la publicité, qui mobilise les moyens et qui impose la lecture, qui a refusé même d'aller sur les réseaux sociaux et qui impose la lecture du journal papier. Le seul produit vendable pour eux, c'est le professionnalisme. C'est faisable ici dans un pays comme le Niger? Ce n'est pas faisable ici parce que effectivement,
l'environnement économique du pays, d'abord, ça laisse à désirer par rapport à la mobilisation des lecteurs. Quand vous achetez un journal ici, rapidement, un seul journal, c'est lu par 20 personnes. Ce qui fait que, malheureusement, on met les médias dans l'obligation d'aller chercher ailleurs, où le journaliste doit marchander quelque chose. Marchander quelque chose, c'est marchander le personnalisme du journaliste et le personnalisme même de l'organe. On ne demande pas à l'État de mobiliser de l'argent pour donner. Il faut créer les conditions pour permettre soutenir aux médias. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir Hassan Soumana, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED Niger, Moudi Moussa, secrétaire général du syndicat national des agents de l'information et de la communication SYNATIC et président du réseau des journalistes de l'AES, et Ousmane Mamoudou, expert des réseaux sociaux. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 30 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou pour la modération de ce forum. Merci, au revoir.